X-Files, cette série culte André Berkoff des années 90 qui a popularisé le culte des extraterrestres. Et bien aujourd'hui, la plupart des grandes puissances s'intéressent de plus en plus à ce phénomène des ovnis, André. Ça date depuis beaucoup plus longtemps. Vous savez qui a été le grand lanceur des extraterrestres et du culte, ou de la légende, ou de la réalité des extraterrestres? C'est l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, qui s'appelle Orson Welles. Orson Welles a animé en 38 ou 39 une émission de radio très populaire à New York, très populaire. Et un jour, et d'ailleurs on peut l'écouter parce que on a l'enregistrement, on l'a pas ici, mais et il a mimé pendant 2 heures l'invasion d'extraterrestres à New York. Ils sont là, ils arrivent, et ils mimaient, voilà, on est là, on peut encore parler, et on sentait, alors il y avait des espèces de bruits comme ça, ils sont là, ils les décrivaient, extraordinaire, en 38-39. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'il y a eu 500 000 New-Yorkais qui ont quitté New York en voiture pour fuir en disant c'est pas possible, ça y est, nous sommes occupés, nous sommes envahis. Ça a été le début. Et comme par hasard, un des génies du cinéma, Orson Welles, qui avait organisé cette invasion des extraterrestres. Et là, ce n'est pas du tout Orson Welles, mais c'est François Damier et Mathias Leboeuf, Contact des ovnis. Parce que ovnis, c'est vrai que c'est devenu, on ne peut pas ne pas parler des ovnis. Alors, pour ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas, ceux qui disent oui, ça existe, ceux qui disent on ne sait pas, etc. Eh bien, ils ont fait une enquête passionnante. Des astrophysiciens, des astronautes, des militaires, 25 experts témoignent. C'est aux éditions Télémac. Écoutez, vous le lisez comme un roman policier. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais l'important, c'est qu'on ne peut pas éliminer ce phénomène qui est devenu une permanence. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, dans cet univers où il y a 400 000 milliards de planètes, il y aurait personne que nous. C'est la question qui est posée depuis toujours. Et oui, cette question, on va tenter d'y répondre dans un instant sur Sud Radio avec nos invités, à savoir Luc Dimy, ingénieur en aéronautique, qui préside une commission dont le rôle est d'analyser ces phénomènes, André Berkoff. Il témoigne dans ce livre donc de François Damier et Mathias Leboeuf. Et François Damier donc sera aussi avec nous dans un instant sur Sud Radio. Il est un très grand spécialiste de ces sujets, alors restez avec nous, ce sera vraiment passionnant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Eh oui, musique de rencontre du 3e type, André Berkoff, ce chef-d'œuvre de Spielberg qui a marqué l'imaginaire collectif et pour cause des ovnis débarquent. Et oui, des ovnis débarquent sur Terre, André. Bonjour à vous, François Damier. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous travaillez sur ce phénomène des objets volants non identifiés depuis 7 ans et vous venez de publier aux éditions Télémac avec Mathias Leboeuf Contacts et ovnis, une enquête très documentée sur ce sujet. C'est un livre grand public, faut le préciser, c'est important. Et un sujet qui est d'une actualité sidérante, dites-vous, depuis 2017 notamment. Quelle est-elle, dites-nous? En 2017, il y a eu un cataclysme. Il y a eu 3 vidéos qui ont été publiées, des images ont été publiées dans le New York Times. C'était le 16 décembre 2017. Et puis, on a découvert qu'il y avait un personnage très mystérieux qui s'appelle Louis Elizondo et qui était une sorte de barbouze. On ne sait pas exactement trop ce qu'il a fait et qui était à la tête d'un groupe qui s'appelait la AATIP. Et c'était avec un budget de 22 millions de dollars. Et 22 millions de dollars, c'est pas une somme extraordinaire pour la recherche. En 1917. 2017. Mais même pour ce genre de recherche, c'était pas une somme énorme sur plusieurs années. Et donc ils ont voulu alerter parce qu'aux États-Unis, c'est pas tellement les. Mais alerter sur quoi alors parce qu'il y a des objets. Ces vidéos parce précisément. Il y a des objets qui survolent le territoire américain et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, pour les Américains, c'est une question de sécurité nationale. Donc, les questions, ce sont des Russes, ce sont des Chinois? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Alors après, on peut faire des analyses, on peut chercher, et donc c'est pour ça qu'il y avait ce bureau qui a étudié. Et puis, c'est pas du tout une question, ce sont des objets non identifiés. Alors qu'est-ce que c'est? Pour le même instant. Et avec énormément de témoignages. D'abord des pilotes. Alors des pilotes. Alors quelques années plus tard, en 2020, c'est carrément le Pentagone qui a dit ces vidéos sont officielles. Parce qu'au début, on aurait pu penser que ce sont des fakes ou des choses rapportées ou une sorte de pas de complot, mais enfin pour manipuler un peu l'opinion. Et pas du tout. Moi, j'ai dans le livre, il y a un témoignage. J'ai lu le témoignage intéressant d'un pilote. C'est intéressant parce qu'il a travaillé à la fois chez les Américains, parce que c'est un Franco-Canadien, et il a travaillé aussi sur les Rafales.
Et puis il a expliqué que ces vidéos, alors souvent les vidéos on dit oui, elles ne sont pas très lisibles, alors ça sème le trouble, mais elles sont pas visibles parce que dans les avions on n'a pas besoin d'avoir la 4K pour filmer les images. Dans les avions c'est uniquement pour, ce sont des radars quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc il y a aucune raison de le définir. Et puis le fait intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils sont 2 dans les avions. Ça, c'est quelque chose que personne ne fait attention. Il y a un navigateur et un pilote. Ça fait que quand il y a un événement, le navigateur peut alerter. On peut lui dire il peut alerter la base. Enfin, il y a des relations entre les contrôles et l'avion, quoi. Donc il y a pas de problème. Alors qu'en France, il y a qu'un seul pilote en général sur les Rafales, ce qui fait que moi j'ai fait aussi une interview. On a fait l'interview de Jean-François Clairvoy. On lui a posé la question, s'il y a un objet, qu'est-ce que vous faites? Il s'arrête pas de travailler. Il rate pas l'objet. Il faut d'abord ce qu'ils ont à faire, et s'il y a le temps, après ils vont s'occuper. Est-ce que les pilotes, et c'était la même description de l'objet, est-ce que la description de l'objet, c'était pratiquement toujours la même description? Ah non, ça a évolué au cours des années, puisque le premier c'est Kenneth Arnold en 47, et c'est les flying saucers, les fameuses soucoupes volantes. Les soucoupes volantes. Donc aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de soucoupes volantes, on dit un peu ça s'appelle un tic-tac. Donc il y a eu 3 sur ces 3 vidéos. C'est une forme assez spéciale. J'ai lu la semaine dernière un article d'un spécialiste en géométrie et qui expliquait que la forme de l'objet, c'est pas du tout aérodynamique, quoi. Ça ressemble pas du tout aux avions. On se demande comment ce tic-tac peut avoir ça vole, comment il vole avec une telle... Et ce qui est impressionnant, c'est, vous le dites dans votre livre, c'est qu'effectivement, c'était vraiment la première fois depuis 50 ans que le gouvernement américain reconnaissait officiellement l'existence de phénomènes aériens non identifiés, admettait leur incapacité à expliquer ces objets. Tout à fait. Mais on a eu ça en France aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2014-2015, des centrales nucléaires ont été survolées par des drones. Une partie, on a su que c'était soit des gens qui étaient passionnés par les drones, qui voulaient faire des farces ou qui voulaient tester, style les écologistes. Mais il y a les 3/4 des drones, on ne sait pas ce que c'est encore aujourd'hui. Et en France, on n'a fait pas tout un pataquès en disant ok. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est peut-être que des drones, on ne sait pas. Souvent, on sait que ça circule souvent au-dessus des centrales nucléaires et au-dessus de l'armement nucléaire. Et en 1967, il y a eu l'affaire de Malmström, qui est très documentée. Robert Salas en parle. Ils ont carrément tous les missiles ont été déconnectés pendant quelques heures. On ne sait pas par quel moyen, quoi. Oui. Alors effectivement, ce qu'on voulait savoir, est-ce que Donald Trump a joué un rôle particulier effectivement dans l'authentification de ces vidéos ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que ce moment où il est arrivé, que c'est en 2017 que ça s'est ouvert, mais lui a toujours, d'ailleurs on l'a vu avec l'affaire Kennedy, il est toujours pour que l'on déclassifie, qu'on voit les documents. Le problème, comme pour l'affaire Kennedy, c'est qu'il y a beaucoup de documents. Et donc, il faut faire des recherches pendant des années. Et puis, il y a aussi beaucoup de documents qui sont caviardés. Parce que, d'un côté, il y a les scientifiques qui, eux, cherchent simplement la vie. C'est-à-dire, cherchent des cellules, enfin, des moments organiques, comme on en parle actuellement sur Mars. Et puis, il y a l'autre partie des gens qui cherchent vraiment les objets. Et les deux choses vont ensemble, sans aller ensemble forcément, quoi. Parce que à chaque fois qu'on discute... Cela dit, si vraiment Trump avait pensé que c'était authentique, il aurait mis son nom dessus. C'est possible. Il y a les hôtels Trump, il y aurait eu les ovnis Trump. En tout cas, les Américains se sont intéressés à ce sujet depuis quand même pas mal de temps, notamment depuis l'affaire Roswell en 1947. C'est ça, cette affaire Roswell, parce que c'est là où on a vu la première fois. Moi, je parle en huron, puis on regarde. Vous savez, ces hommes avec les grands yeux, ces espèces de silhouettes, avec le fameux cadavre. Oui. Et ça, on l'a su rapidement que c'était un petit peu la faute de Jacques Pradel qui a un peu enterré le... C'était Jacques Pradel à l'époque. Oui, qui a présenté l'émission. Donc c'est lui qui a un petit peu planté le sujet OVNI, puisque la France, je le rappelle, on était le premier pays. La France sert de modèle pour les Américains. C'est-à-dire qu'en 99, il y a eu un rapport Cometa qui déjà analysait tous les phénomènes qui étaient inexpliqués en France et qui a été remis, je crois, à Lionel Jospin. Et puis le rapport est sorti aussi dans VSD. Enfin, il y a eu une confusion. Et donc, c'est passé un peu à la trappe, mais les Français, et puis on a le GEPAN, qui est à Toulouse, qui analyse aussi les phénomènes depuis 1977. Et puis, maintenant, il y a aussi la commission, on en parlera tout à l'heure avec Luc Dini, la commission Sigma. Mais donc, Roswell, ça avait fait un gros impact à l'époque. Oui, parce que chez les Américains, on sait que,
on veut dévoiler des choses, mais en même temps, on veut pas que ça se sache, donc on donne de fausses informations. Donc c'est quelque chose de très très pratique. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose à Roswell, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de documents, beaucoup d'enquêtes. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu des choses qui ont été cachées, ça c'est indéniable. Quoi? Et qui reste caché. Et qui reste caché. Ouais. On ne sait pas ce que c'est. Ça s'est passé à l'époque, donc c'était Truman qui était effectivement à la présidence des États-Unis. Il avait ordonné plusieurs enquêtes sur ce sujet à cette époque. Ça a été le premier vraiment président à s'intéresser à ce phénomène des ovnis. Oui, tout à fait. Et puis surtout Roswell au départ, on n'a rien caché. Dans les journaux, on disait carrément, c'est une soucoupe volante. Enfin, il y a toute la presse et on parlait de ça. Et puis très rapidement, on dit non, finalement, c'était un ballon météo. Et donc, on a refermé le dossier très très vite. Ah oui, on a clos le dossier, on n'en parlait plus. Oui, mais attendez, le fameux cadavre entre guillemets, c'était une fabrication. Oui, c'était une fabrication dans les années 80. Complètement, ouais. Parce que le cas Roswell n'a été connu en France que dans les années 80. Ah oui. Parce qu'avant, la France, je pense pas. On a clos le dossier, comme vous le dites, mais les autres présidents américains, ceux qui ont succédé, il y a certains s'en sont intéressés aussi. Certains ont vu. Par exemple, Jimmy Carter, qui, lorsqu'il était sénateur en 69, dans, je ne sais plus. 76, non, je sais pas. Oui, en 69, il a vu et il a même fait un rapport qui est à la Bibliothèque nationale, mais il n'a pas rouvert le dossier pour ça. Reagan était un passionné, un fondu, il emmerdait tout le monde autour de lui au Pentagone Reagan a fait aussi, je crois, deux observations. Ah oui. Souvent, les gens qui s'y intéressent ont fait des observations. C'est ce qu'il est. Moi, je n'ai pas fait. Reagan dit qu'il a vu des choses qui. Ouais. Ah oui. Alors revenons, vous avez parlé il y a un instant sur Sud Radio de Luis Elizondo, l'ancien agent du Pentagone. Le 13 novembre dernier, lors d'une audition donc à la Chambre des représentants aux États-Unis, il a affirmé sous serment ceci: les ovnis existent bien, des technologies avancées qui ne sont pas produites par notre gouvernement ou un autre surveillent des installations donc militaires sensibles à travers le monde. De plus, les États-Unis, tout comme certains de nos adversaires, possèdent des technologies dédiées aux ovnis. Comment interpréter ces propos? C'est un spécialiste. Il y a aussi David Grush aussi qui a fait sous serment. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous prêtez serment sous serment, c'est la prison. Sauf que la personne ne pourra. C'est pas comme en France. C'est pas comme en France avec les politiques. Donc sous serment, c'est très grave. Non, mais je veux dire que en fait, il ne sera jamais parce que personne peut prouver qu'il ment. Oui. Aussi. Oui, enfin on peut. Par exemple, pourquoi on n'a pas parlé des ovnis pendant des années? C'est parce que si vous étiez pilote d'Air France ou d'une autre compagnie ou pilote de chasse, tout le monde se taisait. Personne ne disait j'ai vu un ovni parce que c'est immédiatement ils étaient sortis. C'est presque le licenciement et la sortie. Ils étaient sortis du système. Donc il y a eu des pilotes français qui ont été invisibilisés ou marginalisés pour ça. Oui, je pense qu'il y en a eu quelques-uns, oui. Et puis il y en a eu aussi qui ont fait témoignage. Il y a Jacques Rine, qui est un des plus connus, qui a fait une observation lorsqu'il était pilote. Et puis le général Mignot, dont on parle. Oui, on en parlera dans un instant sur Sud Radio. Vous parliez de David Grush, effectivement, qui est lui aussi un ancien agent du renseignement, donc américain. Il a fait effectivement des révélations fracassantes. C'était le 26 juillet 2023 devant le Congrès américain lors d'une audition sur les ovnis. Et lui, il a carrément accusé les États-Unis donc de détenir des ovnis ou UAP et des restes de leurs pilotes. Oui. C'est invraisemblable. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas donné de preuves. C'est ça. Oui, non mais. Oui, ces révélations ont quand même été contestées par certains experts, c'est clair. Mais en même temps, ces révélations ont eu des répercussions dans le monde entier. Par exemple, au niveau européen, il y a eu des conséquences. Pas trop. Il y a juste Francisco Guerrero, qui était un eurodéputé, qui a essayé de bouger les choses en disant il se passe plein de choses aux États-Unis. Pourquoi en Europe? On parle beaucoup d'Europe. On a son avis sur l'Europe, mais là, l'Europe serait quelque chose d'important. C'est pas à chaque pays de surveiller son ciel. Et donc, Francisco Guerrero, qu'on a interviewé, a voulu bouger les choses. Il a fait appel à Thierry Breton. Je ne savais pas, c'est Thierry Breton qui était lors de la commission qui s'occupait du ciel, et puis qui lui a dit on s'occupe pas de ça, c'est pas à nous de nous en occuper. Enfin, il l'a renvoyé. Donc, il a quand même maintenu. Il a fait la même chose que le livre, c'est-à-dire qu'il a réuni un certain nombre de professionnels du GEPAN, des Américains, etc. Ils ont fait des commissions en disant il faut. Et conclusion. Conclusion, pour l'instant, on n'en reparle plus. Donc. Mais vous dites qu'il y a eu la formation d'un lobby européen pour les UFO, une première en Europe quand même. Ils ont essayé de le faire, et pour l'instant, je ne sais pas, ils n'ont pas fait grand-chose. Ah oui. Alors aujourd'hui, la France, effectivement, vous avez parlé effectivement qu'il fut un temps, on était quand même à la pointe de la recherche sur ces questions. Aujourd'hui, quand même, notre pays est assez silencieux. Comment l'expliquez-vous ?
Je ne sais pas si vous parlez de ce sujet-là. Quand on en parle autour de nous, on s'intéresse à ce sujet-là. C'est vraiment tout le monde rit, quoi. Personne ne prend ce sujet au sérieux. Alors, moi, j'ai assisté à une conférence récemment au forum du Paris Défense, qui est un gros autour de la défense stratégie française, avec tous les généraux, les militaires, etc. Et au cours, c'est la 2e édition. Et au cours, il y avait une conférence avec, justement, ils ont parlé de ce sujet-là. Donc, c'était assez. Et donc, était invité le responsable du ciel français, c'est-à-dire le grand Manitou qui surveille le ciel français. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est lui qui est le premier averti. Et soit il savait rien, soit il voulait rien dire, mais enfin, on sentait que le sujet ne le passionnait pas plus que ça et que visiblement il n'avait rien. Alors soit il y a rien, alors pourquoi il faut le dire officiellement qu'il y a rien, ou soit on cache des choses et donc pourquoi on est-ce que alors je dis ça va actuellement, enfin depuis, parce que ça fait 50 ans, 60 ans que l'on parle de ça. Est-ce que les autorités officielles, quelles qu'elles soient, françaises, européennes ou américaines, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment pris position? Je parle pas, je vais dire affirmativement en disant écoutez, nous on peut pas vous le montrer, mais on sait qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des déclarations officielles, soit de politiques, soit d'administrateurs? Déjà l'US Navy aux États-Unis avec les 3 vidéos. Il y a Marco Rubio qui est sur le devant de la scène actuellement, qui est. Il est secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Un fervent défenseur de la déclassification de ça. Il y a également Anna Paulina, je crois que s'appelle, c'est aussi une sénatrice qui est très, qui veut. Donc, faire bouger les gens qui suivent cela et qui. Mais on sent toujours qu'il y a un blocage quelque part, quoi. Oui. Et sur ce sujet, que vous a dit Alain Juillet? Il témoigne dans votre livre. Alain Juillet sur la France, il dit que c'est un problème grave qu'il faudrait s'en soucier. Que moi, ça me rappelle un peu l'histoire l'histoire du Covid, par exemple. Est-ce que les gens auraient imaginé que la France, le monde allait être fermé, qu'on ne savait pas que c'était la panique dans les ministères, masque, pas masque. Demain, il y aurait ce genre de choses. Je sais pas, virus, pas virus, qui se poserait sur, je sais pas, dans un endroit dans le monde. Au moins, comme disait Reagan, au moins le monde entier s'unirait. Mais Juillet, il est quoi? Il pense, je n'ai pas lu tout le livre, j'ai pas. Il pense quoi? Il pense qu'il y a un phénomène. Oui, il en est convaincu. Il pense qu'il y a un phénomène. Oui. Mais c'est pas un plaisantin, Juillet. Enfin, pas. Non, c'est un ancien des renseignements, donc. Donc je pense que. Mais bon, ça lui a pas porté chance, il est un peu décrédibilisé aujourd'hui. C'est vrai. Écoutez, dès que vous sortez des sentiers battus. On peut remercier Sud Radio d'en parler, parce que par Paris Match, qui en parle régulièrement. C'est vraiment un sujet tabou aujourd'hui, même dans les médias. Non, mais moi je rappellerai quelque chose juste pour parler du Covid 2 secondes. On a été les derniers à recevoir ici sur Sud Radio dans mon émission, 2 mois avant sa mort, Luc Montagnier. Oui. Le prix Nobel de médecine. Et Luc Montagnier avait dit, dans le séquence du génome du SARS-virus, il y a le sida. Et on l'a pris pour et tout le monde disait, mais il est sénile, il vaut plus rien, etc. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est reconnu aujourd'hui. Sauf l'Académie de France qui dit, on ne sait pas ce que c'est. Il y a toujours des gens qui vont résister. Et c'est pareil pour les ovnis. Et puis demain, il y aurait une soucoupe qui se poserait. Comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Mais honnêtement, est-ce qu'un jour il y a eu des protocoles prévus à cet effet ou pas du tout? Personne n'a envisagé quoi que ce soit. Je pense que si, il doit y avoir certains protocoles. Il y a les Anglais. J'avais interrogé Nick Pope, qui est l'équivalent qui s'occupe au ministère de la Défense anglaise du sujet. Et il a essayé. Actuellement, il y a une sorte de protocole qui est en train ça s'appelle Black Swan. Le programme, le signe noir. Voilà. Et un programme qui a commencé à être mis en place en Angleterre il y a quelques mois, mais j'ai plus entendu parler, je sais plus exactement ce que c'est devenu, quoi. Oui, en tout cas, aujourd'hui en France, il y a une commission qui s'intéresse aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui les analyse, et ce depuis quand même quelques années. Luc Dini, qui est ingénieur aéronautique et qui est le président de cette commission, sera avec nous dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Des envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Et nous avons quelqu'un qui est en studio. Elle a été déposée là. Elle s'appelle Cécile Laligan. Elle revient d'un voyage dans l'espace. Elle ne parle pas encore. Elle est pas muette, mais je vous promets qu'en fin d'émission, à la fin de l'émission,
on entendra la seule visiteuse de l'extraterrestre. Cécile Laligan, je le précise. Nous plaisantons. Oui, on je adore précise que Cécile Laligan. Laligan est attachée de presse du livre, effectivement, de François Desmier et Mathias Leboeuf, qui vient de paraître donc aux éditions Télémax sur les ovnis. Luc Dini, merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Alors, vous faites justement partie des 25 experts qui témoignent donc dans ce livre. Vous êtes ingénieur aéronautique et vous êtes intéressé donc aux phénomènes aérospatiaux non identifiés depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser? Racontez-nous. Tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. J'ai été intéressé par le sujet, en fait, il y a une douzaine d'années, tout à fait par hasard, à l'occasion d'une observation un petit peu insolite d'une espèce de tache lumineuse qui se déplaçait dans le ciel et que j'ai observé avec quelques amis. La question s'est posée de ce que c'était. Difficile à dire, ça ressemblait pas vraiment à une météorite, ça ressemblait pas à une trace de satellite, c'était pas un avion non plus. Et donc, au travers de la discussion, j'ai été amené à faire part d'un témoignage extrêmement succinct vers le GEPAN, dont je connaissais la connaissance, qui est l'organisme dépendant du CNES, en charge de mener les analyses à partir de témoignages de citoyens français observant un phénomène aérospatial non identifié. Ça, c'est le premier point, c'est le point de départ. Bon, cette observation en soi n'a rien d'extraordinaire et il n'en est rien sorti véritablement par la suite. À un détail près, c'est que ça a été l'occasion pour moi de découvrir l'existence du rapport Cometa, qui était mentionné tout à l'heure, et à partir de là, en lisant le rapport et surtout, je dirais là. Rappelez juste, vous l'avez en parlé, mais ce rapport Cometa. Cometa, c'est un rapport qui est rédigé par des hauts fonctionnaires. Il y a l'initiative aussi de. Qui ont fait l'Institut de défense nationale. Française, oui, ce sont des Français. Donc, pour un certain nombre militaires, d'autres du ministère de l'Intérieur, etc. Et qui livre en une centaine de pages une analyse sur le sujet, faisant référence à différents événements. Vous citiez Roswell, il y en a bien d'autres. Oui. Et donc, qui disent en gros, ce sujet est important, il faut faire une sensibilisation vis-à-vis des politiques, et le dit rapport est envoyé donc en 1999 au président Chirac et à Lionel Jospin. Bon, d'accord. Il n'y aura pas spécialement d'écho. Il se trouve que la qualité des gens qui ont composé ce comité Cometa, dont par exemple le général Bescon, qui fait partie de la commission Sigma 2, qui est à la 3AF, qui est un ancien directeur de Kourou, donc voilà, un spécialiste du spatial. Oui, c'est pas un amateur. Ces gens-là, je vous garantis, sont des gens extrêmement sérieux, mais généraux de l'armée de l'air, enfin bref. Donc ça m'a intrigué au plus haut point. Et ça a renforcé votre intérêt pour le sujet, j'imagine, ouais. Ah ben ça l'a totalement en fait dynamisé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais si ces gens-là se sont intéressés au sujet, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et donc, j'avais entendu parler de l'existence de la commission Sigma, rebaptisée depuis Sigma 2, à l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, dont un membre connu, illustre également, est Jean-François Clairvoy, astronaute, qui est également interviewé dans le livre dont on parle. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes de grande qualité. Et on a renforcé un groupe d'experts de différentes disciplines. Ce sont pas des personnes qui sont croyants dans les ovnis. Ce sont des gens qui ont une véritable expertise dans le domaine aéronautique, spatial, etc. Et qui sont à même. Ils se posent des questions là-dessus, quoi. Ils se posent des questions, ils sont intéressés. Et ils mènent des analyses qui sont des analyses les plus objectives possibles, contradictoires entre les uns et les autres, pour aller fouiller, si vous voulez, le sujet dans le détail. Et quand je dis dans le détail, c'est vraiment le détail. Concrètement, comment vous les menez, ces enquêtes, alors Et à partir de quels moyens vous disposez pour les réaliser? Alors en fait, premièrement, nous ne menons pas d'enquête terrain, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas à la rencontre des témoins pour restituer, au fond, l'environnement de leur observation. Pour ce qui est de la France, c'est véritablement l'une des missions du GEPAN. D'accord. Mener les enquêtes de terrain. Nous, on n'a pas de qualité pour ça. On a plutôt des spécialistes. Vous faites quoi exactement? Eh bien, on récupère des données qui ont été collectées, par exemple, et qui sont présentes dans les archives du GEPAN.
Sur des cas d'observation où il y a eu, par exemple, un enregistrement radar ou des caractéristiques qui ont été listées. On a eu également un certain nombre de cas, un cas notamment qui nous a été soumis par l'équivalent du GEPAN pour le Chili. Donc, où une observation avait été faite à partir d'un hélicoptère de marine chilienne. Il y a des cas américains qui nous ont été soumis par des comités scientifiques. Et donc, à partir du moment où il y a des données, on met nos spécialistes de propulsion, d'analyse radar, d'analyse infrarouge, etc. Vous avez surtout des ingénieurs avec vous, en fait? Alors, on a des ingénieurs, oui. On a un médecin, spécialiste des rayonnements. Les spécialistes... Combien, pardon, on est aux alentours de 30 aujourd'hui. D'accord. On a des anciens pilotes, des anciens pilotes de chasse de l'armée de l'air, spécialiste de défense aérienne également. On a un contre-amiral qui s'est occupé du programme Rafale pour la marine d'ailleurs, et qui a été témoin en 1975 lui-même d'une observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Lui et son leader, c'était 2 avions de chasse de nuit qui ont vu des trucs et qui ont été vus depuis du sol. Donc on a une grande diversité, si vous voulez, et vous voyez régulièrement, vous échangez. Et par exemple, ça fait 13 ans que vous êtes à la tête de cette commission. Ouais. En 13 ans, quelle est l'affaire qui vous a le plus intrigué? Je ne dirais pas qu'il y a une affaire qui m'a ou qui nous a le plus intrigué. Si vous voulez, l'une de nos spécialités, au fond, c'est d'établir un fil conducteur entre un certain nombre de cas qui se sont produits en divers endroits ou à des moments différents dans le temps, et particulièrement en lien avec des phénomènes de rayonnement micro-ondes, etc. Je vais vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Lorsque vous avez un engin qui émet un rayonnement lumineux, on se pose la question d'où ça vient. Ça peut venir d'un plasma, ça peut venir de décharges électriques autour de l'objet et de l'interaction avec l'air qui est électrisé, si vous voulez. On a observé cela en de nombreux cas, des interférences avec l'électronique d'avions ou de véhicules qui peuvent être provoqués de la même façon par des rayonnements micro-ondes, etc. Donc là, vous commencez à aligner les petits cailloux, vous voyez, il y a des constantes. Et puis, alors, les avions, il y a un cas extrêmement célèbre. À Téhéran, 2 chasseurs en 1977, je crois, ou 76, ont tenté une interception d'OVNI près de Téhéran. Bon, ils n'ont jamais réussi à les atteindre. Par contre, leur électronique de bord a été neutralisée à 40 km des objets lumineux. Bon, pendant combien de temps? Le temps que l'avion fasse demi-tour, qu'il fasse une évasive, c'est comme ça que ça s'appelle. Et à ce moment-là, tout a remarché normalement. Bon, je vais vous citer juste un dernier exemple pour pas trop occuper le temps de parole. Historiquement, vous remontiez à Roswell, vous savez qu'il y a eu des observations qui sont relatées dans les archives de la ville de Nice. Je suis niçois, c'est pour ça que j'en parle. Mais je vous assure, ça m'a frappé. Observations qui ont été faites en 1602. 1602, la population niçoise, un 3 août, observe plusieurs objets d'allure métallique au-dessus de la mer, juste à côté du port. L'eau bouillonne, prend une couleur jaunâtre, il y a des émanations. Bon, bien tout ça est extrêmement intéressant parce que la connaissance de la physique et de la chimie à l'époque reste très limitée. Or, si on soumet l'eau à certains rayonnements, etc., on peut obtenir une décomposition, une ionisation et la création d'acides d'émanation. Personne ne pouvait inventer ça. L'observation qui est faite par la population, de ce point de vue-là, est totalement crédible. On ne parlait pas d'OVNI, et ça, vous avez des archives écrites Ah oui, ça c'est dans les archives de la ville de Nice. Donc vous voyez, on a des constantes au travers des âges, qui sont des marqueurs, en quelque sorte. Mais on s'intéresse à ça. Juste avant de repasser la parole à François Desmier, mais vous, Luc Dini, franchement, aujourd'hui, après 13 ans, ça fait 13 ans que vous suivez cela, votre, je dirais pas conviction ou pas, c'est quoi votre attitude, vous, personnellement, envers ce phénomène des ovnis? L'attitude, elle est simple. On a émis des rapports qui confirment l'existence de ces phénomènes-là, de façon, je dirais, tout à fait sérieuse. D'ailleurs, vous posiez la question de politique et d'intervention de politique. Robert Gallet, ministre de la Défense, en 1974, au micro de Jean-Claude Bourret, fait des déclarations qui sont pas anodines.
il n'est pas question de créer une terreur ou de l'angoisse. Il explique simplement qu'il y a effectivement des phénomènes totalement inconnus, inexpliqués, qui sont observés dans le ciel français depuis les années 50 par les forces aériennes, etc. Oui. Le général Mignot, que vous avez effectivement interviewé dans votre livre, François Desmier, dit qu'il y a à peu près environ 4% de phénomènes inexpliqués. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on sera à même de tous les expliquer, ces phénomènes, avec l'évolution de la technologie ou pas? Pour les expliquer, il faudrait non pas les chasser, c'est pas la guerre des mondes, mais capter. Encore une fois, ce qui constitue leur environnement immédiat, ce qu'on appelle la signature radar, etc., c'est-à-dire les émissions, pour mieux comprendre ce que c'est. Tant que vous n'avez pas de tels enregistrements, celles des caméras thermiques, c'est vrai, celles des radars et d'autres moyens, au fond, vous êtes face à quelque chose que vous observez, mais que vous ne mesurez pas. Les scientifiques qui ont fait des découvertes, et qui ont pu identifier des phénomènes ou écrire des lois, l'ont fait parce qu'ils ont fait des observations, ils ont fait des mesures objectives. Et c'est ça dont on a besoin, c'est de réunir ces éléments-là. Et puis, il faut inciter aussi les pilotes, j'en terminerai en fond avec ça, les professionnels de l'aéronautique à, je dirais, s'intéresser, à faire des comptes rendus, à se sentir libres de le faire, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, parce que ce sont des éléments précieux, ne serait-ce que pour initier les enquêtes et récolter en temps et en heure les données qui sont disponibles. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils ne soient pas belliqueux, quoi. François Desmier, oui. Dans la majorité des cas. Il y a quelques cas, je crois, où il y a eu vraiment des... Ouais, vous citiez la blague qui date de quoi, 1900, Orson Welles. Bon, ok, la guerre des mondes, il y a plein de films. Là, voilà. C'est autre chose. Bon, la question du risque, c'est plus, je dirais, de la révélation d'une prise de connaissance brutale. Ça, je dirais, c'est un aspect des choses. On n'est pas dans une situation, et j'ai assisté d'ailleurs à l'exposé qui a été fait à l'école militaire l'autre jour. La posture de l'armée de l'air, elle est très simple. Ils ont des missions opérationnelles avec un certain nombre de problématiques, de menaces à traiter. Ce sont leurs missions premières, ils y consacrent les moyens. Un ovni, ce que j'ai observé moi-même, etc., ça n'a pas empêché la France de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. François Desmier, vous avez donc, avec Mathias Leboeuf, interviewé de nombreux donc experts pour l'écriture de votre livre. Il y avait des astrophysiciens, il y a des astronautes, des physiciens. Certains croient à la vie extraterrestre. Parlez-nous notamment du témoignage d'Avi Loeb. Avi Loeb, c'était en 2016, je crois, a fait une observation d'un objet qui s'appelle Oumuamua, ça veut dire, je crois, bienvenue en hawaïen. Et donc, c'est un objet céleste qui venait d'une autre galaxie, donc qui a traversé rapidement. Et donc, il était persuadé, enfin, je ne sais pas si actuellement il est toujours persuadé que c'était. Il a émis des hypothèses. Enfin, le travail pour lui, il pense qu'il est une sorte d'archéologue de l'espace. C'est-à-dire que vu que les distances sont tellement loin, ça se trouve, ce qu'on observe, ils sont déjà disparus, quoi. Mais il pense qu'il y a une civilisation derrière ou pas? Enfin, lui. Non, mais même c'est une hypothèse. Non, mais je sais bien qu'au niveau de l'hypothèse, mais est-ce que cette personne que vous avez alluée pense qu'il y a une civilisation derrière, qui a une présence la question de poser Céline Alonso, est-ce qu'il croit à l'existence d'extraterrestres? Est-ce qu'il pense qu'il y a l'existence d'extraterrestres? Il pense que ça existait ou que ça a existé, que c'est peut-être des civilisations qui ont disparu, qui sont mortes maintenant, qui sont puisqu'il recherche à travers les météorites, il a fait des découvertes d'espèces de sphères à l'intérieur des météorites, des sphérules. Et donc il a fait une expédition qui s'appelle Interstellar dans Galileo au fond des océans pour rechercher justement mais pour l'instant ça n'a rien donné de très probant, quoi. Oui, en tout cas, dans votre livre, vous avez aussi interviewé un imam, à savoir l'imam de Drancy. C'est le seul ouvert. Il croit aux extraterrestres. Vous nous raconterez son témoignage dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite, alors restez avec nous, ça va être très intriguant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On m'appelle l'OVNI. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps. Eh oui, Jules, on m'appelle OVNI, André Berkoff. Sincèrement, mais Jules est un OVNI, comme derrière Thierry Breton, mais c'est une autre affaire. Qu'en pensez-vous de ce sujet? Je crois que vous êtes plutôt sceptique, André. Non, c'est pas sceptique, c'est vraiment très intéressant dans le livre que j'ai parcouru quand même, et bien, c'est très très intéressant. Mais moi, la question qui me pose
qui se pose, si vous voulez, en tout cas qui est posé à un certain nombre de gens, c'est que incontestablement, il y a deux choses. Il y a le problème de la probabilité, le problème de la croyance et le problème de l'observation. Et ce sont des territoires très différents. Et pourquoi pas? On croit en Dieu, on peut croire aux extraterrestres. Moi, je me dis, c'est pas scandaleux croire en quelque chose. Bon, après, il y a l'observation, ce que vous avez cité, tout ce qui se passe depuis des années, et on se dit, on n'a pas d'explication. Que vous dira un rationaliste, sans être vraiment outrancièrement rationaliste, vous dira, oui, est-ce que ce n'est pas aussi, on peut dire, toutes ces observations ne sont pas des choses que nous n'avons pas encore expliquées, que la science n'a pas encore expliquées, sans faire sans faire de la science une religion, surtout pas de droit divin. Mais est-ce qu'on n'est pas encore, comme énormément de choses depuis des siècles, on a au fur et à mesure, on pense, rappelez-vous, pour nos ancêtres de Lascaux et ailleurs, ce que c'était que la flamme, etc., que les dieux, et on sait très très bien que que la pluie, le vent, le feu, etc., c'était des symboles, et puis on les a transformés en croyances. Donc, moi, la question que je me pose vraiment, c'est, et depuis cela, et Dieu sait si on a aimé E.T., ce n'est pas par hasard que E.T. est arrivé, parce que il y a une extraordinaire envie de croire à cela aussi, et de croire au sens pourquoi, parce qu'on se dit, d'accord, Dieu a fait le monde, maintenant c'est les Chinois, mais regardez dans quel état il est ce monde, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans l'espoir. Mais au niveau de l'observation, au niveau, moi, voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on se dit depuis des siècles, vous parlez de 1602, comment il se fait que ces apparitions n'ont pas laissé des traces? C'est l'histoire des traces quand même, parce que, alors je veux pas vous dire, il n'y a pas des hommes et des petits hommes gris ou des petits hommes verts, mais il existe des traces, par exemple à Valençol. Bien sûr. Il y a eu des traces. Il y a un film d'ailleurs qui va sortir sur Valençol au mois de juillet. Oui. Un très bon film de Dominique Filleul. Alors c'est quoi? Ils sont posés. Vous voulez dire les cercles là, ouais. les fameux cercles? Non, c'est autre chose. Ça. Non. 1965, un agriculteur qui cultive de la lavande en Provence observe à 5 heures du matin dans son champ un objet lumineux ovoïde. Il va observer également des êtres de petite taille. Ce qu'il ne révélera que par la suite, parce qu'une enquête de gendarmerie ne dit pas tout de suite. Et ces êtres-là semblaient ramasser de la lavande. Vont braquer vers lui un faisceau lumineux qui va le mettre dans un état de paralysie temporaire. Suite de l'histoire. Suite de l'histoire, il a un certain nombre de problèmes de troubles du sommeil, grande fatigue, et effectivement une espèce, je dirais, de sensation de temps qui est passé beaucoup plus lentement. Et il paraîtrait, je dis ça avec un conditionnel, que même sa montre, avait tendance à s'arrêter. Donc il y a des signes extrêmement bizarres. Oui, c'est étonnant. La gendarmerie a mené des enquêtes, il y a eu des relevés qui ont été faits sur le terrain, etc. Autre cas qui s'est produit... Attendez, qu'est-ce qui est devenu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, je ne vais pas jouer l'avocat du diable pro-terrestre, est-ce qu'il n'y a pas eu des hallucinations? Est-ce qu'il n'a pas été victime d'hallucinations, etc. On pourrait le dire, il n'empêche que l'enquête de gendarmerie, semble-t-il, n'a pas mis en défaut la sincérité de son témoignage. Le seul problème, c'est qu'il était seul à ce moment-là. Le problème également, c'est qu'avec toute la campagne médiatique qui s'est faite autour, cette personne, et vous verrez le film de Dominique, qui va une grande sensibilité, au mois de juillet. C'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a souffert dans sa famille, etc., du fait, je dirais, du tumulte qui a été créé. Et ses copains agriculteurs, eux, d'autres ont vu des choses, mais ils se sont tus. Ils ont surtout pas parlé parce qu'ils voulaient pas être embêtés. Ça s'est passé en 1965. Vous avez en 1981, de la même façon, en Provence, à Intras-en-Provence, un agriculteur qui voit un engin également qui se pose dans le champ à côté de chez lui, et des traces ont été relevées, ont été analysées. Et il faut savoir, je reviens au fil conducteur, que les analyses qui ont été faites, et on va sortir un article, nous, Sigma 2, sur ce sujet assez prochainement, la végétation a été perturbée. Il a subi un vieillissement qui est lié à des rayonnements
des rayonnements micro-ondes. Dans ce territoire. Le phénomène est dégressif, donc c'est vraiment le fait d'une source de rayonnement. Voilà. L'herbe, la végétation est desséchée. On a vu la même chose en d'autres endroits, notamment en Bretagne. Donc vous voyez là, vous avez une manifestation physique durable du passage d'un objet. Alors on pourrait dire oui, c'est un objet d'origine naturelle. Alors il faut savoir qu'il y a des spécialistes de foudre en boule. On en a également dans l'équipe Sigma 2, qui sont des gens qui connaissent bien les différents phénomènes de foudre, les petites boules de foudre, les grosses, enfin bref, celles qui se déplacent vite et qui ne laissent pas de pareilles traces. Donc il y a un vrai questionnement, si vous voulez, là-dessus, et ce sont des éléments tangibles, des preuves de traces. Après, d'où ça vient, c'est une autre histoire, si vous voulez, mais qui mérite la plus grande attention. Non, c'est vrai, mais ce qui est quand même frappant, juste une chose, c'est que depuis le temps, encore une fois, vous parlez de traces, etc., mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu plus, quand même, en presque un siècle, et même plus d'un siècle? C'est ça qui fait. Non, je veux dire, on peut rester. En tout cas, encore une fois, et si vous êtes là, c'est parce que c'est très important et c'est très légitime. Cette recherche, évidemment, on dit pas, non, c'est n'importe quoi. Loin de là. Simplement, et qu'est-ce qui fait que, à votre avis, il n'y ait pas eu de choses encore plus, je veux dire, palpables? Vous allez me dire, c'est une autre dimension, peut-être. Puis il y a des choses cachées aussi, donc. Et puis, notamment à Roswell, qui est une affaire un peu plus compliquée. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui encore des gouvernements nous cachent des choses, François Desmier? Bien sûr, c'est évident. Aux États-Unis, c'est pas qu'on pense, c'est que au travers des témoignages qui sont faits, on citait Grush tout à l'heure. David Grush, David Grush. Grush qui a les intérêt de faire ça. Qui sont des anciens du renseignement et qui sont tenus, malgré certaines déclarations, au silence. Et tout le débat aujourd'hui entre le Congrès américain et le Pentagone, c'est la question de la levée du secret. L'administration américaine reconnaît qu'il y a sur un certain nombre de sujets, pas seulement celui-là. Mais Trump qui déclassifie tout, il faut demander qu'il déclassifie. Ça aussi. Il faut demander, c'est ce que demande le Congrès depuis plusieurs années. Et le président Trump, juste arrivé, a donné des executive orders, parmi lesquels la divulgation d'archives sur l'assassinat du président Kennedy, etc. Et le sujet UAP arrive en dernier. Et il n'est pas du tout évident, en vérité, qu'il y ait une levée du secret. Une levée du secret. Voilà. Et oui. François Desmier, en un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes pour revenir à l'imam Hassan Chalgoumi. Donc, il croit aux extraterrestres. Ça, c'est incroyable. Ah oui, parce que Dieu est partout. Il y a déjà le phénomène des djinns. Les djinns, c'est les fameux djinns, qui sont positifs et négatifs. Dans le Coran, et donc, il nous a cité plein de sourates, donc je les ai pas toutes en mémoire, mais il y a beaucoup de sourates qui parlent, pas exactement des ovnis, mais du phénomène. Oui. Il y a aussi l'autre monde, parce que finalement... Je vais vous la lire, j'en ai une effectivement qu'il vous a cité, un verset du Coran. Il a créé les cieux et la terre et les créatures qu'il a dispersées dans les deux. Il est capable de les rassembler quand il le voudra. Une des sourates du Coran, André Berkoff. Nous allons voir s'il y aura ce rassemblement. En attendant, lisez le livre de François Desmier et Mathias Leboeuf, Contact et OVNI, parce que c'est extrêmement intéressant, en tout cas. Encore une fois, quelle que soit votre position, ça vous éclairera. Ouvrez ces livres, ce sont des livres qui vous ouvrent. Après, à vous de décider. Merci à vous deux d'être venus sur Sud Radio. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.